Vous savez que la rédaction web est quelque chose d'important pour vous, mais on va voir aujourd'hui à quel point ça peut être encore plus important que ce que vous pensiez jusqu'à présent. Et pour ça, on a un invité spécial, Alexandre Montenon, avec qui on va parler de rédaction web et de référencement. Alors bienvenue sur la chaîne de Référent SEO, c'est Mathieu Verne et donc Alexandre Montenon. Bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à cocher la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y a une vidéo tous les mardis publiée sur la chaîne pour apprendre à développer votre visibilité sur Internet. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Alexandre Montenon, donc rédacteur web, qui va se présenter et puis peut-être que tu vas pouvoir nous dire un petit peu pour qui tu travailles, quels sont les types de demandes que tu reçois finalement au quotidien, quel est le quotidien de ton métier de rédacteur web. Bien sûr. Alors bonjour à tous, donc je suis Alexandre Montenon, spécialiste en stratégie éditoriale depuis 2011. Ça fait donc aujourd'hui 7 ans que j'exerce dans cette profession et j'interviens essentiellement auprès des professionnels de la vente en ligne, donc boutique en ligne, site e-commerce à plus grande échelle. On va aussi retrouver pas mal d'agences de presse, agences de rédaction, agences de communication. On va avoir pas mal de des artisans en fait qui ont des petites boutiques, plutôt des sites vitrines en fait, qui ont un trafic qui décolle très peu. Et avec eux, je vais rechercher essentiellement des solutions rédactionnelles pour pouvoir développer leur trafic et les faire monter progressivement dans les moteurs de recherche. Ok. Et alors, c'est quoi leurs enjeux quand ils viennent te consulter? Qu'est-ce qu'ils ont envie de développer? Est-ce qu'ils ont conscience du point auquel la rédaction est importante dans leur business pour développer une image de marque, une présence sur Internet, etc. Alors, effectivement, lorsque des personnes me contactent, ils ont conscience que la rédaction web fait vraiment partie intégrante aujourd'hui du référencement naturel. Ils savent que c'est l'un des piliers fondamentaux, comme on avait déjà parlé ensemble, avec la partie technique et la partie popularité. Mais ils ne se doutent pas à quel point justement ça a une vraie importance et une vraie incidence sur le positionnement dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, les personnes me disent par exemple « Oh mais j'ai un stagiaire, il va pouvoir rédiger mes textes pour mon blog, ce sera largement suffisant. » Non, c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, il y a vraiment une recherche sémantique, il y a une recherche de mots-clés, il y a toute une recherche de structure aussi organisationnelle du texte, il y a toute une recherche aussi de remplissage de balises, tout un contexte en fait finalement sémantique qui s'articule autour du site web qui va vraiment mettre en valeur la pertinence et la popularité du site. Donc on n'est pas sur de la simple rédaction où en fait le simple fait de savoir écrire français suffit aujourd'hui. Il faut vraiment connaître l'algorithme de pertinence Google et savoir répondre à ces critères. Bon, et du coup, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour savoir quels sont les critères pris en compte par Google pour avoir un texte qui est optimisé, qui est pertinent pour Google. Parce que comme tu dis, c'est vrai que tout un chacun, on peut écrire un texte qu'on trouve pertinent pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre le texte qui va sortir de l'artisan, etc., qui va être bien ficelé, parce qu'il connaît son métier et il explique les choses comme il a l'habitude de les vivre. Et qu'est-ce qui fait qu'il va manquer des choses pour l'optimisation Google et comment tu interviens toi pour apporter une plus-value justement sur ces textes-là qui vont finalement bien mieux se positionner? Et c'est un fait, c'est pas juste un mythe, c'est réellement, il y a des résultats bien meilleurs quand les textes sont bien travaillés pour le référencement. Et voilà, comment tu interviens, c'est quoi ta méthode de travail finalement pour savoir comment un texte est pertinent? Qu'est-ce qui fait qu'un texte est pertinent? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un bon texte, on va dire entre 800 et 1000 mots, bien rédigé et bien optimisé pour le web, ça compte en moyenne 152 minutes. Donc c'est vraiment un travail d'ampleur, c'est pas vraiment un travail à petite échelle, on va travailler une demi-heure dessus et on va se dire ok, le texte est bien écrit, je le mets en ligne et ça suffira. Donc déjà 152 minutes en termes de rédaction et en termes d'optimisation. Aujourd'hui, on s'est aperçu que sur la première page de résultat, la moyenne de mots est de 1890. C'est-à-dire en fait, plus le volume de mots est développé, plus vous avez de chances en fait de ressortir dans les moteurs de recherche. À moindre échelle, l'ensemble des sites web génère, on va dire, un volume de mots équivalent entre 800 et 900 mots. Ça veut dire si vous rédigez un texte inférieur à 800 mots, il y a des chances que votre concurrent ait rédigé beaucoup plus que vous et aura certainement plus de chances que vous de ressortir dans les moteurs de recherche. Outre ça, il y a aussi après toute l'optimisation sémantique qui va autour. Rédiger un bon texte, c'est un sujet assez large, mais cependant, il y a des b.a.-ba auxquels on peut déroger, en fait, entre autres tout ce qui est remplissage des balises. Avec les balises H1, on se rend compte que par exemple un titre H1 rédigé entre 6 et 13 mots attire beaucoup plus de trafic. On va se rendre compte que la structure organisationnelle du texte, rédiger un chapeau avec le mot-clé principal de votre page, rédiger des sous-titres avec les mots-clés secondaires, rédiger des paragraphes avec des liens externes, des liens internes, tout ça crée un ensemble vraiment que Google va trouver pertinent
lorsque les robots vont passer. En plus, ça va permettre vraiment de faciliter la navigation. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que du coup, on va rentrer vraiment un peu peut-être plus dans l'abstrait, mais je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faut se poser. Et lorsqu'on analyse une page, on se rend compte qu'aujourd'hui, 73% des sites, rien que ça, ont un volume de mots inférieur à 450 mots sur la page d'accueil. Ouais, donc déjà, ils sont largement en dessous de la moyenne. Et rien Exact. qu'avec ce volume, ils ont l'impression de faire du contenu, mais finalement, ce sera toujours insuffisant pour se positionner. Vu que 800 mots, c'est une moyenne, et c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y en a la moitié qui sont au-dessus. Exactement. Donc, il vaut mieux se positionner quand même au-dessus. Donc, le nombre de mots est important. Après, le but, c'est pas de dire n'importe quoi non plus, c'est d'apporter des éléments intéressants. Voilà, quoi qu'il en soit, il faut toujours faciliter l'expérience utilisateur. Ouais. Il faut savoir aujourd'hui que, je pense que tu seras d'accord avec moi, que Google réagit pratiquement comme un humain. Ce qui est pertinent pour un humain, Google le considérera pertinent aussi. Ça veut dire en fait, aujourd'hui, je pense que la première des choses à faire est de rédiger vraiment avec votre cœur, que la façon dont vous voyez le texte. Il faut vous mettre à la place du consommateur et se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de voir quand je tape ce mot-clé dans la barre de recherche Google? Quel résultat j'ai envie de voir s'afficher? Et surtout, quel contenu j'ai envie de lire? Donc voilà, donc en fait c'est surtout vous écrivez pour votre lecteur, vous écrivez pas tout de suite pour les robots de moteur de recherche. Après, une fois votre texte rédigé, il faut revenir dessus et créer vraiment une véritable optimisation où là on va avoir plusieurs outils en ligne qui sont parfois gratuits comme payants qui vont vous permettre par exemple de travailler le champ lexical. Imaginons, vous êtes rédacteur de fiches produits, c'est un peu mon activité, c'est surtout même le cœur principal de mon activité où on va, voilà, je veux faire une page sur la rédaction de fiches produits. Et mon mot-clé principal va être la rédaction de fiches produits. Je vais travailler tous les mots-clés secondaires qui s'articulent autour de la rédaction de fiches produits. Rédacteur pour site e-commerce, rédaction de descriptif marketing. Ensuite, je vais prendre tout le champ lexical qui s'articule autour du e-commerce. Tunnel de conversion, décision d'achat, consommateur. Je vais prendre un maximum de mots qui s'articulent vraiment autour de ce contexte sémantique que je vais ensuite intégrer dans mon texte. Après, il y a aussi tout le travail des balises H2, balises H3, etc. où on va pouvoir justement se servir de ces balises qui vont mettre en valeur chacun des mots qui seront comprises entre ces balises H2. Et donc là, c'est l'avantage justement, c'est que c'est le moyen d'insérer des mots-clés tels que des mots-clés secondaires ou des mots, et parfois une fois ou deux, le mot-clé principal. Oui, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut toujours partir d'un besoin de l'internaute pour rédiger un texte. Pas juste rédiger en fonction de ce qu'on a envie, ce dont on a envie de parler, mais vraiment d'un besoin qui s'exprime par le mot-clé finalement. On raisonne toujours en termes de mots-clés, il faut cibler un mot-clé, tu parles de mot-clé principal, de mot-clé secondaire, etc. Donc il ne faut pas oublier ça pour qu'il y ait une réelle stratégie de référencement qui se détache de la rédaction. L'idée, c'est pas de rédiger un article tous les 2 jours pendant un an, tout va, mais c'est d'avoir une stratégie en se disant, peut-être un calendrier éditorial, tu nous en parleras peut-être après, je ne sais pas, mais en se disant, j'ai une stratégie, je veux être présent sur tel terme, et pour être présent, j'ai aussi besoin d'être présent sur tous les termes secondaires qui vont englober mon thème principal. Ce qu'on appelle des longues traînes. Voilà, et pour générer du trafic de longue traîne sur ces articles-là. Exact. Alors, peut-être que tu peux nous parler de ce calendrier éditorial, de comment on choisit finalement les thématiques des articles qu'on va traiter. Alors en fait, il y a différentes manières. Soit vous pouvez, en fait, tout dépend de l'activité. Toi qui as une activité de déguisement, tu vas pouvoir par exemple tabler sur du référencement prévisionnel. C'est-à-dire en fait, pour créer ton planning de publication, tu vas pouvoir te dire, bon, on est au mois de mai par exemple, ou au mois de juillet. Je sais qu'en octobre, il y a Halloween. Donc en fait, là, c'est commencer directement à créer un planning de publication toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Bon, dans un premier temps, toutes les 3 semaines. Ensuite, au fur et à mesure que l'événement se rapproche, toutes les 2 semaines, toutes les semaines et voire tous les 2 jours. Donc vraiment créer des articles déjà autour des événements qui sont les événements phares de votre activité. Ceux qui vont générer vraiment les 20-80 de votre boutique en ligne par exemple. Ou ensuite, vous pouvez essentiellement vous servir. Il y a pas mal d'outils en ligne comme BuzzSumo où en fait, ça va permettre en fonction du mot-clé que vous souhaitez cibler, de ressortir des articles qui sont extrêmement partagés sur les réseaux sociaux. Ça va permettre de donner des idées, des thématiques. Vous pouvez aussi recycler des articles qui ont déjà été mis en ligne, que vous avez fait auparavant, par exemple, imaginons il y a 1 an avant, mais du coup il y a eu des mises à jour qui ont été faites depuis. Et en fait, on s'est rendu compte que ça peut générer jusqu'à plus 11% de trafic en recyclant des contenus déjà utilisés. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. C'est ça, en rajoutant du contenu, en changeant l'image, en changeant la balise title par exemple, en gardant toutefois la même URL, ne pas changer l'URL de façon à ce qu'il n'y ait pas de contenu dupliqué. C'est la seule chose à pas changer si vous voulez pas avoir de problème, c'est pas changer l'URL. Après tout le reste, vous êtes libre de mettre à jour l'article, même si vous en gardez que 50% de l'article précédent. Le but c'est de vraiment être pertinent toujours au quotidien, donc peut-être refaire un tour tous les 6 mois sur vos articles qui génèrent du trafic, aller sur Google Analytics. Surtout qui génèrent du trafic, oui. Regardez les pages qui vous rapportent du trafic
Et puis, voilà, tous les 6 mois, vous dites est-ce que les articles sont toujours au top ou est-ce qu'il y a eu une nouveauté qui fait qu'il faut rajouter peut-être un paragraphe, une idée, etc. Il y a toujours des dans nouveautés. l'article. Voilà. Toujours des choses à rajouter, quoi qu'il en soit. Ou même des choses qui sont obsolètes et voilà, qui sont plus d'actualité. Oui. Il y a possibilité d'en enlever aussi, à défaut d'en rajouter. Exactement. Ok. Oui, donc quand quelqu'un vient te voir et qu'il a une problématique de référencement, comment toi tu peux l'aider en tant qu'expert éditorial finalement à développer sa visibilité sur Internet, son référencement naturel, comme on l'a dit tout à l'heure, la rédaction c'est un des piliers fondamentaux du référencement naturel. Donc toi, comment tu t'y prends concrètement pour les aider? Eh bien, dans un premier temps, on va déjà faire un audit de l'existant. Comment ça se passe sur les pages? Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? On va déceler les leviers à activer, se dire aujourd'hui on peut intervenir sur ça, parce qu'il y a vraiment des choses à faire, c'est dommage parce que le contenu est vraiment exploitable, il y a vraiment un potentiel, il est juste mal exploité pour les moteurs de recherche, donc on peut driver déjà sur l'existant. Après on peut rajouter des solutions éditoriales supplémentaires. Aujourd'hui un blog interne, peu de gens y pensent et pourtant c'est 73% des internautes aujourd'hui qui viennent sur Internet pour lire un blog ou passer du temps sur les médias sociaux. Donc il y a vraiment un réel intérêt de créer une communauté autour de votre produit ou votre service, sans forcément rentrer dans le narcissisme, parler essentiellement de votre service, parler toujours de votre activité, toujours de ce qui se passe dans votre entreprise. Non, il faut vraiment faire des articles qui gravitent autour de votre sujet et qui sont intéressants, qui puissent être relayés, qui puissent être partagés sur les réseaux sociaux. Sachant qu'un blog qui propose des articles de 1000 mots minimum ont tendance à être beaucoup plus partagés sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un maximum d'informations et on a plus envie de se dire tiens copain, lis cet article, il est super intéressant, ça va t'aider pour ton business parce qu'il est vraiment très complet. On va trouver ça. Ensuite, on s'est rendu compte que par exemple des blogs qui proposent 16 posts par mois ont un trafic 3,5 fois supérieur à des blogs qui proposent 4 posts par mois. Donc d'où l'intérêt de multiplier 16 posts. Je sais que c'est vraiment une sacrée contrainte en termes de temps et en termes de budget, surtout si vous faites sous-traiter la rédaction de vos articles. Donc pas 16, mais pourquoi pas 8? En fait, il vaut mieux se dire, je suis capable de faire 2 articles par semaine et de s'y tenir plutôt que de se dire, ok, je vais en faire 16 le premier mois et après ne plus rien faire pendant les 3 prochains mois. Parce qu'en fait, la régularité va dire à Google, avec ses petits robots, ok, cette personne publie toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un article. Et donc, je sais que toutes les 2 semaines, je vais revenir parce qu'il y a toujours du contenu régulier mis à jour fréquemment. C'est ça, et puis la petite astuce du coup, c'est que si vous publiez, mettons, tous les lundis à 9h, au bout d'un moment, Google aura compris et à 9h05, votre article sera indexé directement. Il saura à quel moment passer sur votre site pour qu'il trouve un intérêt et de la nouveauté finalement. Donc c'est important aussi la régularité en termes de fréquence dans la semaine, mais aussi sur les moments de publication. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, les gens vont s'attendre à avoir votre article le lundi matin à 9h par exemple. Donc c'est important, cette régularité-là. C'est ce qu'on met en place pour nos clients. En fait, on a par exemple une commande de 15 articles par mois et en fait, même si les 15 articles sont rédigés dès la première semaine, on va commencer à les programmer une fois le lundi, une fois le jeudi, une fois le lundi d'après, une fois le jeudi d'après. Vraiment créer une régularité. Et effectivement, ça ne se met pas tout de suite en place. Il faut vraiment attendre qu'il y ait vraiment cette cohérence cette cohérence temporelle en fait qui se crée et une fois mise en place, après effectivement comme tu le disais très bien, ça va suivre avec les réseaux sociaux, ça va suivre avec les robots Google et voilà, et après on a vraiment quelque chose qui roule tout seul. Oui, parce que c'est un tout, on parle de la rédaction web pour le référencement, mais c'est important pour le référencement, c'est important pour l'ergonomie, on parlait d'expérience utilisateur, on met vraiment l'utilisateur au centre du questionnement finalement, pour qu'il trouve sa réponse, finalement on veut l'aider et après éventuellement lui proposer le service qu'on vend, si on est un artisan, si on est une boutique en ligne, etc. On a forcément un intérêt à vendre quelque chose derrière, etc. Il ne faut pas le mettre de côté. Mais les recherches informationnelles qu'on peut traiter sur un blog avec du contenu, par exemple, vont drainer beaucoup de trafic qui vont vous donner une crédibilité et derrière les gens seront beaucoup plus enclins à acheter chez vous un produit en ayant lu un article, 2 articles, 3 articles où vous donnez simplement de l'information. Alors je dis simplement, c'est pas juste donner un conseil ou 2 conseils, c'est vraiment appliquer des techniques comme Alexandre fait pour ses clients avec une vraie stratégie éditoriale, des articles bien construits, aussi bien pour l'internaute que pour Google finalement, on travaille aussi bien pour les deux. Tout à fait, d'autant plus que ça s'inscrit vraiment dans la stratégie de l'inbound marketing, comme tout l'ensemble du référencement naturel. Finalement, en fait, on répond à un besoin sans forcément créer ce besoin. Avant, on avait vraiment le marketing intrusif, c'est ça qu'on appelait l'outbound marketing, où en fait, ça consistait vraiment à prendre son téléphone, appeler entre midi et 2, où on l'a tous eu, cette personne qui nous appelle entre midi et 2 pour nous vendre des fenêtres en PVC ou une porte de garage. On a tous eu cette personne qui vient frapper à notre porte pour nous vendre des encyclopédies. Voilà, c'est ce qu'on appelait le marketing intrusif. On allait chercher la personne et on allait créer le besoin. Aujourd'hui, le besoin, il est déjà créé. Nous, en fait, on va juste mettre en avant
la réponse à ses besoins. Et cette personne, lorsqu'elle va taper sa recherche dans les moteurs de recherche, on va ressortir naturellement parce qu'on va répondre parfaitement à la requête qui aura été ciblée par l'internaute. Et c'est là justement tout l'intérêt d'optimiser sémantiquement son article pour que lorsque Google va le classer dans sa base de données, son index, il va vraiment, en fait, quand il va le trier, il va se dire tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, et vraiment associé à la requête. Ouais, c'est clair que c'est vachement puissant. Hein. Moi, je le sais, je baigne dedans aussi, mais de te l'entendre dire, et à chaque fois, c'est extrêmement puissant Internet par rapport à ce qu'on peut faire dans la vraie vie, entre guillemets. On a des outils à notre portée qui sont, qui ont une puissance infinie. Et on parle de rédaction web. Et souvent, la rédaction web, c'est un peu le métier du pauvre où tout le monde pense savoir faire, etc. Et on se dit pourquoi faire appel à un rédacteur? Ok, il va me pondre 800 mots, je suis capable de le faire moi aussi. Pourquoi je vais aller le payer pour le faire? Et finalement, c'est là toute la différence entre les gens qui ont compris l'impact que ça peut avoir et les autres qui se contentent de bidouiller tout le temps. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il n'y a pas une vraie méthodologie qui est mise en place et qui est une méthode à succès, quoi. Donc il faut se rapprocher de professionnels, et dans le web il y a des professionnels il y a beaucoup de métiers maintenant, et la rédaction en est un, quoi. La rédaction en est un. Alors après il faut faire attention parce que beaucoup de personnes, comme n'importe quel métier, se disent rédacteurs web juste parce qu'ils ont cette faculté d'écrire. Écrire c'est très bien, c'est pas permis à tout le monde aujourd'hui de savoir écrire, d'utiliser les bons mots, d'avoir le bon vocabulaire, de ne pas faire de faute de grammaire ou de conjugaison. Mais après, être rédacteur web, ça ne suffit pas seulement. En fait, la capacité rédactionnelle ne suffit pas seulement. Il faut avoir une solide culture du web, il faut avoir de solides compétences en référencement naturel, que ce soit en termes de netlinking ou en termes de rédaction vraiment pure et dure, on-site comme off-site. Ouais. En fait, voilà, il faut se former vraiment au métier de référenceur pour pouvoir se spécialiser là-dedans. Je pense qu'en fait, il faut vraiment partir sur l'amont, le métier de référenceur pour se spécialiser et pas faire l'inverse, pas être rédacteur, je sais écrire et se dire je vais devenir référenceur parce que je sais écrire. Et en fait, elle est là souvent la confusion, c'est que beaucoup de personnes se disent rédacteurs, ils vont faire un bel article et ça va pas marcher, ça va pas être référencé dans les moteurs de recherche parce que du coup, il n'y a pas le petit truc derrière qui manque, le côté SEO. Ouais, d'accord. Et du coup, comment on fait parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément comment repérer le bon rédacteur du mauvais rédacteur, parce que il y a plein de gens qui se disent rédacteur web SEO, etc. Au niveau des tarifs, on sait qu'il y a une fourchette très large de tarifs différents, effectivement. Et comment se positionner là-dedans? Alors, est-ce qu'on fait simplement la méthode de je prends pas le moins cher parce que le moins cher, il a beau être moins cher, ce sera pas le mieux. Le plus cher, bon, il est un peu trop cher. Au milieu, c'est certainement très bien. Est-ce qu'on se contente de ça ou il y a des vraies méthodes, des vrais points sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir? Alors, pour moi, déjà, il y a quelque chose qui est assez décisif, c'est quand on est rédacteur web SEO, on œuvre au quotidien pour développer la visibilité du site internet de nos clients. Donc si la moindre des choses est déjà de rendre de la visibilité à notre propre site web. Donc en fait, un rédacteur web qui n'a pas son propre site ou qui n'est même pas visible sur le mot-clé rédacteur de site internet, rédacteur de fiches produits ou rédacteur d'articles de blog, pour moi n'a pas de vocation d'être. En fait, surtout, il ne va pas forcément beaucoup vous aider parce qu'il n'arrive même pas à appliquer lui-même les méthodes de rédaction web pour se rendre visible. Alors comment est-ce qu'il va pouvoir vous aider vous? Pour moi, ça me semble déjà être un critère phare. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai qu'il est. C'est comme un référenceur. Oui, il faut qu'il puisse montrer qu'il fait du bon boulot. Exactement, c'est sa meilleure vitrine. Voilà. Alors après, on sait que c'est aussi les chaussetiers qui sont les plus mal chaussés. Non, les cordonniers. Cordonniers les plus mal chaussés, effectivement. Et moi-même, je fais parfois des erreurs. Ça m'arrive souvent quand je discute avec des clients de leur dire il faudrait faire ça sur votre boutique ou votre site. Et je regarde sur mon site et je me dis je ne l'ai pas fait pour moi-même. Ouais, effectivement. Il ne faut pas forcément s'arrêter qu'à ça. Il ne faut pas s'arrêter qu'à ça, mais je pense que c'est déjà. Potentiel. C'est clair, ça prouve un peu le sérieux, tout ça. Effectivement, ça montre comment la personne a des compétences et elle sait ce qu'elle fait. Ensuite, en termes de tarifs, effectivement, le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de rédaction web ont fait diminuer énormément le prix du rédacteur web. Et c'est bien dommage parce que du coup, ça a créé une sorte de métier au rabais, alors que le métier est loin d'être au rabais. Le métier a vraiment une véritable valeur ajoutée. Il apporte énormément en termes de rentabilité. Ok, aujourd'hui, vous allez payer entre 100 et 150 € pour avoir un bel article de 1200 mots sur votre boutique en ligne ou sur votre blog. Cet article, sur le moment présent, vous allez dire ça me coûte 150 €. Après, cet article, en termes de trafic, il va vous ramener tellement de trafic qu'il va pouvoir éventuellement être dévié sur votre boutique, sur vos produits. En termes de rentabilité, dans 6 mois, ces 150 €, ce sera nada parce que vous aurez multiplié cette dépense par 6 en termes de chiffre d'affaires.
Non, c'est clair. Et puis quand on met ça en corrélation avec les dépenses que vous pouvez faire sur AdWords, vous savez que vous allez payer par exemple, je sais pas, 30 ou 50 centimes par clic pour AdWords. Vous prenez l'article qui vous a coûté en effet 150 €, donc c'est plus cher que les 30 centimes d'AdWords si on prend les deux comparés. Mais comptabilisez le nombre de visites que ça vous a rapporté et divisez ça pour ramener au nombre de visiteurs. Et je suis sûr que si le boulot est bien fait, que le mot-clé a été bien choisi, que le positionnement est bon, que derrière vous avez fait la promotion de votre article aussi, parce que rédiger c'est bien, mais il faut aussi faire la promotion. C'est ce qu'on appelle le netlinking, ou alors aussi par les réseaux sociaux. Autant s'en servir, vous avez du bon contenu, donc il faut le mettre en avant. Et vous verrez que ça vous revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que du trafic que vous pouvez acheter sur AdWords, sur Facebook, etc. C'est ça. Et puis dernière chose, je pense aussi tout à l'heure, ce que je soulignais, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un bon article bien rédigé et bien optimisé, c'est 152 minutes de temps passé dessus. Imaginez si la personne vous vend l'article 30 €. Ça veut dire que cette personne travaille pour moins de 10 € de l'heure pour faire votre article. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est payée moins de 10 € de l'heure est un véritable professionnel qui va faire un travail de qualité, qui va prendre le temps et la passion de vous faire quelque chose de bien? Aujourd'hui, 152 minutes, ça se paye. Malheureusement, c'est vrai que ça se paye. Et le coût moyen d'un rédacteur se situe entre 50 et 60 € de l'heure. Donc, on est carrément dans ces tarifs. Aujourd'hui, pour avoir un article de qualité, c'est entre 100 et 150 €. Alors oui, vous allez trouver moins cher. Après, c'est comme tout. Vous pouvez acheter une R5, vous pouvez acheter une Audi TT. Vous aurez la même fonction. Vous allez pouvoir conduire avec. Le confort sera différent. La tenue de route. Voilà. Tout est différent. Ouais. À la différence qu'avec les deux voitures, tu peux arriver à ton point de destination. Qu'avec les contenus, si tu prends un contenu pas cher d'un côté, un contenu cher de l'autre, tu vas peut-être stagner avec un des deux et finalement tu n'arriveras même pas à ton objectif. C'est vrai. Donc, oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a travaillé sur l'optimisation sémantique d'un client. Justement, on a travaillé sur la partie blog avant de travailler sur le site en lui-même, qui allait être une boutique en ligne, pour préparer finalement sa visibilité sur Internet. Effectivement, et si tu te souviens bien, on s'était dit qu'à l'époque, créer un blog, ce serait pas une mauvaise idée. En fait, on a associé un peu le site e-commerce à une rencontre entre hommes et femmes. Et on s'est dit, quand un homme rencontre une femme ou vice-versa, on ne demande pas tout de suite la personne en mariage. On va commencer à lui vendre un peu de rêve, on va la faire voyager, on va l'emmener au resto, on va vraiment créer une véritable relation avec cette personne pour vraiment créer un véritable attachement. Et on s'est dit d'ailleurs, le blog c'est pareil. Est-ce qu'on peut arriver vraiment avec une boutique directement comme ça, avec notre produit, et dire voilà, moi je suis là, je vends mon produit et c'est ça. Non, et d'ailleurs on a un exemple assez concret qui moi je trouve véritablement parlant aussi en France, c'est Bonne Gueule. Bonne Gueule ont créé un blog qui a vraiment cartonné. Bonne Gueule, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un blog de conseils vestimentaires pour les hommes, particulièrement pour les hommes si je ne m'abuse. Oui, c'est que pour les hommes. C'est ça, et donc en fait ils ont vraiment créé une véritable communauté. Il y a vraiment eu un véritable engouement, ce qui fait qu'un jour ils se sont dit, bon ben, on a une belle communauté qui sont vraiment passionnés par ce qu'on dit, par ce qu'on fait. Et donc, ils se sont dit, on va créer notre boutique en ligne. On va créer notre boutique en ligne parce que maintenant, on a nos potentiels acheteurs. Et aujourd'hui, ça marche parce que du coup, leur boutique, à mon avis, doit cartonner. Dans le sens où ils ont même créé carrément des boutiques physiques. Ici, même à Lyon, on en a une qui est juste à côté. Et en plus, ils créent des événements, des ateliers et tout. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Pour moi, c'est un exemple que je prends et c'est aussi pour ça qu'on avait décidé justement de créer ce blog en se disant, on va déjà expliquer le produit, comment ça marche, expliquer aussi toutes les pathologies autour de la surdité, etc. C'est ça, c'est l'aspect conseil vraiment avant de vendre quoi que ce soit. Le but, on se pose en tant qu'expert. Voilà. On est un expert, on vous conseille, après vous achetez chez nous ou chez les autres, à la limite peu importe, même si on préfère que vous achetiez chez nous. On va le faire. Mais peu importe, on va vraiment que vous partiez là avec une impression positive, des idées à mettre en place sur quelle tenue accorder avec lesquelles, les couleurs, les fringues à avoir dans son placard, etc. Et après, quand on arrive avec une gamme de produits, forcément… Quelle meilleure manière de savoir qu'on est bon dans ce qu'on fait parce qu'on a eu… Parce que les gens viennent aujourd'hui sur nos boutiques parce qu'on a été compétent dans notre façon de faire le blog et d'expliquer les choses. Ça, c'est intéressant du coup, si vous êtes en train de développer votre business mais que votre site internet n'est pas encore en ligne, vous pouvez gagner du temps et du coup avoir une base de données qui se réchauffe, on va dire. Et qui crée du référencement. En lisant et en créant du référencement. En commençant une partie blog sur votre site, tant que la partie finale, que ce soit en e-commerce ou que ce soit n'importe quoi d'autre, avoir des articles qui se positionnent sur des besoins forts et améliorer votre référencement. Et le jour où vraiment vous lancerez votre boutique ou autre, vous aurez déjà cette présence qui va vous permettre de vendre dès le premier jour sans avoir à attendre 3 mois pour faire votre première vente. C'est ça, et en plus vous aurez vraiment assis votre position de leader de référence sur le marché. Et c'est plutôt intéressant.
Marché de niche, c'est vraiment intéressant de travailler un blog dans le marché de niche, justement, l'appareillage auditif. Aujourd'hui, c'est un marché de niche qui, certes, commence à se développer, mais marché de niche aujourd'hui, si j'ai vraiment un conseil à donner pour aujourd'hui créer un blog ou une boutique, c'est vraiment ça. Prenez un produit sur Amazon, etc., qui aujourd'hui, regardez comment il est vendu sur Internet et demandez-vous, est-ce que ce produit est déjà beaucoup vendu par rapport aux premiers résultats que vous allez trouver? Est-ce qu'il est bien vendu? Parce que c'est pas parce qu'il est vendu qu'il est forcément bien vendu et que les boutiques qui ont lancé le produit ne sont pas forcément apprenables en termes de position dans les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça, moi je conseille souvent à mes clients, c'est vraiment quand ils ont un produit de niche, le meilleur moyen de se faire connaître, c'est le blog, quoi qu'il en soit. Et enfin, du coup, tu en parles, mais les marques qui ont pignon sur rue, qu'on pense ne jamais pouvoir dépasser, avec le bon contenu, derrière le bon netlinking, la bonne stratégie, on y arrive. Nous, on a travaillé sur des exemples, on aime bien bidouiller aussi, lancer des tests sur des sites, etc. pour voir ce qui marche pas, en disant voilà, un nouveau challenge, là on va essayer, il n'y a pas de raison qu'on y arrive, et puis finalement on trouve une solution qui nous permet d'y arriver. Bien sûr, on a fait ça sur des jeux de société reconnus, on a fait ça sur des livres qui étaient connus. C'est ça, et du coup on dépasse des gens… On est premier ou deuxième, troisième. Voilà, si on regarde la première page des moteurs de recherche, il n'y a que Amazon, la Fnac, etc., que des grands. Et finalement, on arrive en quelques mois, donc il ne faut pas non plus 10 ans, à prendre notre part du gâteau, quoi. Exactement. Et parce que y a la bonne stratégie éditoriale. Surtout. De toute façon, c'est ça, la bonne stratégie à la base, les bons contenus et les bons liens. Netlinking. Voilà. Les bons liens. Pour ceux qui ne connaissent pas le netlinking, en fait, tout simplement, je pense que c'est bon d'expliquer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y. En quelques mots. Tout à fait. En fait, grosso modo, vous allez contacter des partenaires qui sont dans la même thématique que la vôtre. Pas forcément de la concurrence, bien entendu, mais par exemple, imaginons vous êtes vous faites la prestation de service, vous faites de la conception de sites web. Et bien, vous allez contacter des blogs qui sont dans le web marketing, qui n'ont aucun aspect lucratif, bien entendu. Et vous allez contacter ces blogs. Il y a des blogs comme webmarketing.com qui permettent vraiment en fait de se poser en tant qu'auteur et de rédiger des articles qui vont faire un lien vers votre boutique. Et en fait, plus le site sur lequel vous allez poser un article est de qualité, plus le lien renvoyé vers votre boutique sera de qualité, ce qui va créer vraiment de la popularité pour votre site. Google va considérer ça vraiment comme une recommandation. C'est un peu comme vous quand vous allez manger dans un resto, vous avez trouvé ça très très bon, le service était impeccable et tout, vous allez donner conseil à votre ami, vous allez vous dire il faut vraiment que tu ailles dans ce resto parce que c'était vraiment un régal. Et bien Google va considérer que c'est un peu la même chose, il va se dire si ce site pointe un lien vers celui-ci, ça veut dire que c'est un site de recommandation. C'est vraiment une vraie recommandation et surtout c'est une site de qualité. Si vous faites ça vers un site de moindre qualité, voire de très basse qualité, ça pourrait être l'effet inverse. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est ça en fait, donc la stratégie lien externe c'est ça, donc vraiment optimisation sémantique et lien externe. Pour moi c'est vraiment aujourd'hui le cœur du métier sur lequel il faut se concentrer. C'est ça. Et du coup, les liens externes, c'est vrai qu'on peut en acquérir de plein de façons différentes, mais la façon dont vient vous expliquer Alexandre par rapport aux blogs, partenaires, etc., c'est vraiment celle qu'on met le plus en avant aujourd'hui parce qu'on arrive à avoir les liens parfaits, parce qu'on a des liens qui sont sur un site qui est dans la même thématique que la vôtre, sur un site qui est déjà reconnu par Google, donc qui va pouvoir vous transférer aussi cette reconnaissance. Et puis, vous maîtrisez le lien, c'est vous qui rédigez l'article, qui mettez le lien au milieu de l'article, donc le lien n'est pas dans le footer du site ou je ne sais où, à un endroit où personne ne va le voir, il est vraiment dans un contexte et c'est là que vous pouvez profiter au maximum de ce lien-là. Et on travaille aussi sur cette partie-là ensemble, mais on voit les résultats auprès de nos clients. De toute façon, c'est ce qui fonctionne, c'est la bonne stratégie. On voit les résultats auprès des clients, on voit les résultats sur nos propres projets perso. Aussi, bien sûr. Honnêtement, pour moi, c'est une affaire qui marche et qui a vraiment toutes les raisons d'être connue. Donc aujourd'hui, si vous avez vraiment une chose à faire sur votre site internet, rédaction de contenu quoi qu'il en soit. Si vous voulez pas passer par un prestataire, renseignez-vous, vous allez trouver pas mal de tutos, pas mal de choses à faire, comment vraiment optimiser chacune de vos pages on-page, donc pour vraiment faire ressortir votre page dans les moteurs de recherche. Vous n'aurez pas forcément tout de suite la supériorité sur des pages qui sont déjà là depuis de nombreuses années, de nombreux mois. Oui. Mais jamais connu quelqu'un qui réussissait dans le web sans jamais avoir travaillé. Il faut travailler quoi qu'il en soit. Il ne faut jamais baisser les bras, continuer à référencer. Vous avez fait un super contenu, contactez des blogs, faites des articles connexes, des articles externes avec des liens qui pointent sur ce contenu, que ce soit un article de blog ou une page interne. Faites-la connaître, c'est surtout si vous êtes fier de votre contenu. Ouais. Et alors l'avantage, c'est que vous pouvez aller chercher les liens sur les blogs des autres, mais si vous faites des contenus vraiment très bons, même sous la forme de guides par exemple, ou des choses qui ont vraiment une valeur ajoutée au-delà d'un article de blog, vous pouvez récupérer des liens sans rien faire, parce que vous allez avoir le contenu le plus intéressant d'Internet sur telle ou telle niche.
Et du coup, dès que quelqu'un, que ce soit un blogueur, un journaliste ou autre, va vouloir parler de ce domaine-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les sites qui se positionnent bien, vous allez ressortir dedans, il va vous citer et c'est comme ça que vous allez pouvoir acquérir des liens depuis des sites que vous ne pourriez jamais contacter en direct sans payer 1000 € pour avoir un lien. Et là, vous allez avoir des liens naturels, c'est ce qu'on appelle le link baiting, c'est faire des contenus qui soient linkables, qui récupèrent des liens naturellement en fait, parce que le contenu est tellement intéressant que vous devenez une source d'information privilégiée finalement sur votre niche. Tout en sachant que le contenu doit être bien entendu pertinent, intéressant, apporter une véritable valeur ajoutée. Ne reprenez pas un article de votre concurrent pour faire un copier-coller en changeant juste les mots. C'est clair, c'est la condition. Et surtout des longs posts. Ouais. On s'est rendu compte que des articles de 1500 mots en moyenne sont beaucoup plus partagés que des articles de 400-600 mots. Ouais, après ça dépend vraiment de votre secteur, donc il faut voir aussi ce que fait la concurrence, tout ça. C'est pas la peine d'aller faire 4000 mots juste pour dire… Pour faire 4000 mots, non, voilà. c'est sûr. Il faut que ce soit intéressant, mais si c'est intéressant en faisant 2000 mots, très bien. Si c'est intéressant en faisant 4000, si vous en faites 2000, vous serez à côté de la plaque, il vous manquera de l'info. Exactement. Donc, voilà. Bon, voilà, du coup, on a fait un bon tour déjà des optimisations sémantiques, de qu'est-ce que c'est le travail d'un stratège éditorial, on peut t'appeler comme ça? On peut m'appeler comme ça, je pense, voilà. Oui. Maintenant, donc, j'espère que vous avez noté, ou sinon reprenez la vidéo pour noter les outils dont on a parlé. Donc, tu avais nommé BuzzSumo, entre autres, voilà. BU2Z, Sumo comme un sumo, qui va vous permettre vraiment de trouver des idées d'articles les plus partagées surtout, celles qui sont vraiment bien partagées, donc qui ont marché. Vous avez différents outils, Answer the Public, je vous conseille aussi d'aller voir ça, c'est intéressant. Ouais, très bon. Et puis tout ce qu'on a dit, il y a plein d'astuces à récupérer à gauche à droite dans notre discussion là, à mettre en œuvre, à tester. Faites-le déjà sur un article, essayez de vous dire je fais un article vraiment en suivant toutes les précaux que les deux mecs ont dit là, et puis vous verrez que sur le long terme, c'est cet article-là qui va sortir du lot, qui va se référencer mieux que les autres, qui vont vous apporter plus de trafic, etc. Et puis vous serez convaincu, hein, il n'y a encore que l'exemple pour donner les meilleures preuves. Donc il n'y a plus qu'à passer à l'action maintenant. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Donc, vous retrouverez les liens du site d'Alexandre sous la vidéo, de BuzzSumo aussi. Et puis n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de conseils en rédaction ou à nous contacter si vous avez besoin de netlinking ou autre pour votre stratégie de référencement. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie Alexandre pour avoir été l'invité de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.